Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit point hebdomadaire, donc comme chaque week-end, sur l'analyse du CAC 40, des principaux indices, matières premières, et puis on fera ensuite quelques analyses d'actions. Alors je tourne la vidéo un petit peu en amont de la clôture de ce vendredi. Ça ne devrait pas énormément bouger beaucoup plus. L'idée c'est toujours la même au niveau de notre CAC 40. Alors c'est intéressant. C'est intéressant aujourd'hui parce qu'on perd 0,50%. On perd 0,50% et de toute façon, on va avoir deux sons de cloche. Soit on a des gens qui sont uniquement sur de l'investissement indiciel ou qui sont sur les valeurs du luxe ou sur des grosses valeurs qui font partie du CAC 40 ou qui sont dans des grosses tendances haussières et alors pour eux, il ne s'est rien passé. Tout va bien dans le meilleur des mondes possibles et même pour le CAC 40 on baisse de 0,50%. Soit vous êtes investi sur le reste, sur d'autres secteurs et des tendances qui sont, ma foi, beaucoup plus neutres, hein, pas moindre risque, et qui sont des tendances qui étaient déjà dégradées et qui, en règle générale, ou alors encore plus sur des petites capes, et là, ça a été un petit peu la boucherie, mais ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui, hein, ça avait déjà commencé bien en amont. Et donc là, évidemment, vous ressentez l'illusion des indices. Vous ressentez en fait la surpondération. Et au fur et à mesure où vous avancez dans un marché haussier, en fait, au fur et à mesure, en fait, le marché va devenir de plus en plus sélectif et va, en fait, de lui-même, de par les trackers, de par les algos, toutes les stratégies d'investissement, continuer de renforcer ce qui marche et arrêter complètement ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'on a beaucoup de titres sur lesquels on retrouve zéro contrepartie. Et donc ils s'écrasent sous leur propre poids. Et par contre, on a une poignée de titres en fait qui vont attirer un flux important, très important. Et donc c'est ce qui fait que depuis en fait la baisse précédente qu'on avait connue fin septembre, début octobre, on a eu derrière des mouvements exponentiels sur des grosses caps qui d'habitude, voilà, je veux dire, c'est pas des biotech, hein, c'est pas des valeurs technologiques, des petites capes technologiques américaines, et vous le voyez en fait quand vous avez un mouvement de bouquet final, c'est le mouvement exponentiel qui se met en place, et là que vous soyez sur une petite cape ou sur une grosse cape, c'est qu'une question de flux. Et donc ce que l'on voit, c'est que pour que vous ayez des mouvements type exponentiel sur des grosses capes, vous avez des flux absolument impressionnants qui continuent de rentrer, qui continuent de rentrer, qui continuent de rentrer. Évidemment, il y a un moment donné où la musique s'arrête et il y a un moment donné où vous aurez du prorata et donc il ne faudra pas penser que parce que vous êtes sur une grosse cape, vous êtes plus défendu qu'ailleurs. Il ne faudra pas penser que parce que vous êtes sur une grosse cape et que vous n'avez pas eu de volatilité depuis des semaines, voire des mois, que vous n'allez pas en subir. Donc, c'est important ça de bien le comprendre que même des grosses caps peuvent subir des à-coups importants, même des valeurs qu'on peut dicter comme défensives peuvent se prendre des moins 5, moins 10% dans la figure. Donc c'est ça qui est important, c'est que le marché, dans sa sélectivité, il est en train de dégoûter une partie, évidemment, qui ne sont pas sur les actions qui marchent, qui sont en forte tendance, évidemment, et qui, eux, du coup, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se comparer au CAC 40. Si vous n'avez aucune valeur du CAC 40, si vous n'avez aucune valeur en grosse tendance haussière, et que votre profil, c'est d'essayer d'aller chercher des recoveries, d'essayer d'aller chercher des rebonds, etc., pourquoi pas, mais à ce moment-là, il ne faut pas se comparer au CAC 40, il ne faut pas se comparer au secteur du luxe. Donc, vous allez faire que vous frustrez, et on ne compare pas la même chose. Donc il faut comprendre qu'il y a de tout pour faire un monde et il faut comprendre surtout que dans un marché, il y a des cycles pour faire de tout. Il y a des cycles pour jouer des valeurs de croissance, il y a des cycles pour jouer des grosses caps, il y a des cycles pour jouer des petites caps, il y a des cycles pour jouer en mode rebond technique et il y a des cycles pour jouer la spéculation, etc. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Et donc, en gros, si vous passez toute l'année à faire que de la spéculation, il y aura des moments où ça marchera très bien, et puis il y aura surtout de longs moments où ça ne marchera pas du tout, et vous allez vous faire complètement enfermer. Donc, le rôle d'un investisseur, en fait, c'est d'une part d'avoir conscience de ça, et soit en ayant conscience, de savoir
quand est-ce que son approche ne va pas fonctionner sur les marchés, et donc de se retirer en attendant qu'à nouveau les planètes s'alignent pour y revenir, soit d'avoir cette capacité parce qu'il a plus de temps, parce qu'il a plus de bouteilles, parce que voilà, il sait un petit peu plus ce qu'il fait, etc. De faire des rotations, tout simplement, des rotations entre les différents secteurs, entre les différentes valeurs, etc. Ça demande un petit peu plus d'exercice, etc. C'est pas donné à tout le monde, et même quand on a de l'expérience, on n'y arrive pas forcément. Parce que ça demande quand même pas mal de suivi. Donc ça, voilà, pour moi, c'est important d'avoir conscience de cette chose-là. C'est important d'avoir conscience de l'illusion des indices. C'est important de comprendre que cette illusion des indices ne fait que se renforcer parce que c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est important de comprendre que cette prophétie autoréalisatrice, en se renforçant, en fait, elle renforce également ses propres faiblesses. C'est-à-dire que dans le futur, mais on ne sait pas quand est-ce que ça sera, quand vous aurez à un moment donné une consolidation ou pas, comme vous avez eu énormément de flux qui se sont intégrés sur les mêmes valeurs et que tout le monde a les mêmes valeurs dans le portefeuille, le jour où on veut réellement sortir, la porte de sortie de secours, on se rendra compte qu'elle n'a pas été agrandie par rapport à la salle de concert. Et donc, ça sera très compliqué que tout le monde passe en même temps, et donc forcément c'est un manque de contrepartie, et c'est là où il faudra comprendre que même des grosses caps, même des grosses Bertha sur lesquelles vous n'avez pas vécu de la volatilité pourront connaître de la volatilité. La question c'est qu'on ne sait pas quand. Alors graphiquement on peut analyser, on peut se dire et on peut commencer à voir quand il y a des dégradations, ce genre de choses-là, mais à ce stade-là, voilà, c'est haussier. Et évidemment, la prophétie autoréalisatrice, c'est que plus ces valeurs fonctionnent, plus elles sont surpondérées dans les indices, et donc plus également vos indices deviennent volatiles, et deviendront volatiles. Donc là, également, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs qui, là, tout de suite, ça perd 0,50%, c'est la panique, c'est ça y est, on va se scratcher, etc. Mais remettons, on ne sait absolument pas. Aujourd'hui, c'est une consolidation à plat, point barre. Je ne sais pas si on va corriger et on va aller chercher 6900, 6950 d'un coup pour rebondir derrière, ou tout casser d'une traite, etc. On ne sait pas comment on va consolider. Et on ne sait pas si à la limite, c'est la consolidation est déjà faite, c'est une consolidation qui était à plat, et on repart pour un tour. On est en mode illusion des indices à plein, donc il suffit que vous ayez encore les 10 plus grosses pondérations des indices qui continuent d'attirer des flux, et elles vont continuer de monter. Le reste de votre marché peut se casser la gueule, mais vos indices vous donneront une photo que tout va bien. Donc c'est ça l'illusion des indices. Donc c'est important également de bien comprendre que les marchés, au-delà, si on regarde que les indices, on a l'impression que tout va bien, mais si on regarde à l'intérieur, dans les entrailles, sur les différents secteurs, on se rend bien compte qu'il y a deux sons de cloche, hein, et que pas tout le monde est logé à la même enseigne. Alors évidemment, on parle beaucoup inflation, on parle à nouveau Covid, la peur des reconfinements, voilà, il faut savoir raison garder à ce stade-là. L'illusion des indices fait également que les indices sont résilients jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus, mais à ce stade-là, on est résilient. On a fait depuis début octobre 12% de hausse en ligne droite, on perd 0,5%, et on a des personnes qui vont nous parler de la correction, du crack, que c'est la fin des petits oignons, etc. En règle générale, les personnes qui parlent de ça, c'est évidemment parce qu'elles ne sont pas investies sur de l'indiciel ou investies sur les quelques valeurs qui fonctionnent, et elles sont plutôt ailleurs, et évidemment elles se sont pris une bien plus méchante correction que ce que les indices veulent bien leur laisser faire croire. Mais c'est limite, quand on est investi sur des petites caps et quand on joue essentiellement de la spéculation, etc., vous avez limite pas de devoir de regarder le CAC 40, sinon vous vous faites complètement illusionner. Donc c'est ça sur lequel il faut vraiment prendre. Donc il faut prendre le recul nécessaire également et bien intégrer qu'on vient de faire 12%, on vient de perdre 0,5%, c'est rien, il ne s'est rien passé, hein. Donc le Covid, le truc, le machin, on a bien senti voilà, que toutes les valeurs tourisme, etc., eh bien, elles ont accusé le coup avec une petite crainte également sur le Covid, et donc vous avez des -4, -5, -6%, mais ces valeurs-là, elles sont, comme elles ont
déjà, d'une part, comme elles sont déjà dans des tendances qui n'étaient pas terribles, même avant le Covid, et bien après le Covid, en fait, leur pondération n'a fait qu'être réduite. Parce que comme vous avez les rouleaux compresseurs qui se mettent en place sur les configurations qui sont bonnes, et donc vous les pondérez plus, ce qui diminue les pondérations des autres valeurs qui ont des tendances qui ne sont pas terribles. Et donc ce qui fait que quand elles se prennent à nouveau un shoot de 5 ou 6%, c'est 5 ou 6%, mais sur une valeur qui pèse 0,5% ou 1% dans le CAC 40. Donc du coup, vous ne le sentez pas. Vous le sentez pas. Donc là, en gros, on perd 0,5%, mais grâce à des grosses Bertha, valeurs du luxe et des valeurs qui donnent de la visibilité, puisqu'on va chercher dans l'incertitude, on va chercher les valeurs à visibilité. Ah, mais tiens, ça tombe bien. Ces valeurs à visibilité, c'était également les valeurs qui donnaient de la visibilité ces derniers mois et ces dernières années, et qui sont déjà surpondérées. Et bien, on continue, on continue, on continue. Donc ça, évidemment, ça amènera à un moment donné ou à un autre de la volatilité. C'est de ça dont j'ai parlé dans une vidéo en premier lieu cette semaine, et c'est ça que je voulais dire. Et c'est ça qui est important de bien intégrer, parce que du coup, autant les personnes qui n'ont pas les grosses Bertha ne sont pas illusionnées et se disent c'est n'importe quoi ce marché, etc. Le CAC 40 est résilient et moi je me prends des bennes. Mais autant les personnes qui sont indicielles et qui sont sur les secteurs du luxe, qui sont sur des secteurs de grosses valeurs, plutôt Covid, etc. Alors Covid c'est très large, mais qui sont sur ce qui marche tout simplement. Et eux ils se disent moi il se passe toujours rien et c'est facile la bourse. C'est très facile, la bourse, et j'ai même pas besoin de regarder. Et donc, ceux-là, également, ils se font illusionner, dans le sens où il faut bien comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est très bien, tant mieux, ils sont très bien placés sur des valeurs moindre risque, ils suivent la tendance, c'est parfait, mais il ne faut pas omettre, il ne faut pas se sortir du coin de la tête les raisons pour lesquelles c'est en train de se passer, et ce que cela amènera plus tard. Donc, ce n'est pas le moment de baisser la garde, ce n'est pas le moment de ne pas avoir une gestion de risque, hein. C'est pas le moment de ne pas suivre ses plans. C'est ça qui est vraiment important, et c'est surtout pas le moment de se dire qu'est-ce que c'est facile la bourse, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, on revient, l'inflation, j'ai fait déjà pas mal de vidéos, je ne vais pas en reparler ici, j'en ressortirai encore une, parce que pour moi ce que je trouve intéressant, voilà, c'est le discours des banques centrales et qui a un petit peu remué du sable. Mais pour moi, il n'y a rien de nouveau, dans le sens où, voilà, on va laisser courir l'inflation en gardant les taux bas. Il y a une autre période historique dans laquelle on a fait ça, et c'est pour moi ça qui est le plus important d'étudier, et j'essaierai, si j'en ai le temps, la semaine prochaine, d'en faire une vidéo dédiée. Une fois qu'on a dit ça, voilà, on a tout dit, ok? On vient de monter de 12% en ligne droite, on fait une conso de 0,5%. À ce stade-là, je veux dire, il ne faut pas que ça nous en touche une sans... il faut que ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, hein. Donc là, l'idée, c'est qu'à ce stade-là, vous le voyez, on est revenu chercher les 7060 points, qui était l'ancien sommet de la précédente poussée. Et donc voilà, c'est de la conso à plat à ce stade, il n'y a rien de bien méchant. Si on doit aller en deçà, oui, on se dira qu'on peut consolider de manière plus forte et revenir vers la zone de la moyenne mobile 20. Mais toujours est-il que la tendance est haussière, toujours est-il que consolider de cette manière-là, de manière plutôt plate, c'est sain. Il y a toujours des flux, il y a toujours des rachats d'actions, et la moindre baisse, quand vous avez des rouleaux compresseurs comme ça, la moindre baisse continue d'être vue comme de l'achat. Alors certes, il y a beaucoup de craintes sur le marché, mais pour l'instant, le marché, il en fait fi. Donc on est en attente de savoir ce que le marché y pense, et puis vous allez avoir Thanksgiving la semaine prochaine, donc autant dire que ce n'est pas vraiment là où on va avoir des changements d'état de mœurs. Donc voilà un petit peu, c'est haussier, point barre, on souffle, mais en même temps, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de sain. Si on doit souffler de manière plus profonde, je vois honnêtement pas de drame tant qu'on tient ce gap ici des 6950 points. On peut aller en dessous évidemment, mais à très court terme, il faut tenir ce gap-là. Si on vient à aller en dessous sans pour autant remettre en cause la tendance haussière, il faudra considérer quand même que la conso est plus corrective et que c'est déjà un pré-signal quelque part où il va falloir un petit peu se faire attention. Donc on ne nous met pas. Regardez ce qui s'est passé en début d'année 2018. Pour moi, c'est ça un prorata indiciel. Quand on est bien monté en ligne droite, on est capable de faire des proratas. Et là, il faudra être capable aussi de se dire que même sur des grosses caps, si vous perdez 10, 15, 20%,
Dès que vous allez perdre 20% sur une grosse cap ou sur des indices, tout le monde va vous parler tendance baissière, crack, mini crack, etc. Mais il faudra savoir à ce moment-là prendre le recul nécessaire et se dire ces 20% de baisse ne sont qu'un retracement classique par rapport à une hausse exponentielle qui m'a fait gagner ces derniers mois pour certaines valeurs. Quand on regarde Hermès, c'est exceptionnel. Vous êtes sur une valeur du luxe, hein. On est sur de la visibilité, on est sur de la croissance, on est sur de la croissance des profits, etc. Donc voilà, on sent bien que le marché, il va uniquement sur le même type de valeur, hein, et que c'est ça qui fait la compression avec le surplus de flux que l'on a actuellement. Et n'omettons pas, j'en ferai peut-être aussi une vidéo, n'omettons pas qu'on arrive à la fin de l'année, tout le monde est à l'achat. Pourquoi? Si je suis gérant d'un portefeuille, je ne vais pas vous dire vendez tout, sauf si évidemment je short, etc. et que je vends tout et que donc je veux être à l'opposé du marché pour pouvoir vous expliquer que moi je vends tout, parce que si jamais ça se réalise, si ça se réalise pas, de toute façon vous aurez oublié, si ça se réalise, vous pourrez dire venez chez moi, vous voyez, j'étais le seul couillon à avoir vu venir que tout ça, ça allait se casser la gueule. Et donc je vais récupérer des clients. Mais sinon la majorité des autres, ils sont dans le consensus, ils sont dans le biais de confirmation, donc l'idée c'est de dire on achète, on est acheteur. Et pourquoi? On arrive sur la fin de l'année, je sais très bien que tous ceux qui n'ont pas investi en bourse ou qui ont investi en bourse, ils vont se retrouver à la fin de l'année à regarder les performances de la bourse sur l'année passée, à se dire c'est exceptionnel, j'ai pas suffisamment mis en bourse, donc j'en rajoute, ou j'ai pas du tout, j'ai loupé tout ça, donc je rajoute encore plus gros. Donc je cherche des gérants. En général, je fais bête et méchant. Qu'est-ce que je cherche? Je fais comme quand les gens ils cherchent les dividendes, ils cherchent les plus gros dividendes. Le problème commence. Quand je vais choisir un gestionnaire, c'est la même chose. Ils vont vous dire, je vais chercher celui qui a la plus grosse performance. Donc en gros, un gestionnaire, lui, ne va pas vous dire, avant cette période de Noël, où c'est le moment où il fait sa jolie plaquette marketing pour dire, regardez comme je suis beau, regardez comme je suis fort, venez mettre vos petits sous-sous chez moi pour la prochaine année. Personne ne va vous dire de vendre. Personne ne va vous dire que c'est un marché qui va se casser la figure, qui est sur trois pattes, etc. Donc, le marché est toujours dans ce biais de confirmation, c'est-à-dire que si le marché est haussier, tout le monde va vous dire qu'il va continuer de monter. Sauf ceux, comme je vous ai dit, qui sont dans l'esprit contrarien pour d'autres raisons. Mais c'est ça vraiment qui est important de comprendre. Donc au niveau du CAC 40, c'est haussier, point barre. On commence un petit peu une consolidation, oui, mais il ne faut pas non plus y voir un drame. Maintenant, ce qu'il faut y voir, c'est on est toujours dans le risque de la volatilité, c'est-à-dire un regain de volatilité. Mais ce regain de volatilité, même si on devait perdre 100 points, tout le monde criera que c'est la fin du monde, etc. Mais il faut le relativiser aussi par rapport à là d'où on vient. Okay, il faudra interpréter que voilà, on peut aussi faire des retracements plus puissants dorénavant sur le CAC 40, puisque on a quasiment tout qui est combiné dans les mêmes valeurs. Et ça, pour moi, c'est un élément de volatilité, c'est un élément dangereux. C'est un élément favorable pendant un certain temps, parce que ça vous crée cette illusion des indices et ça crée cet aspect rouleau compresseur, etc. Mais à un moment donné ou à un autre, il faut le garder dans un coin de sa tête. Le but, c'est de ne pas anticiper, c'est de l'avoir en connaissance dans un coin de sa tête, parce que le jour où ça se passe, vous savez déjà comment réagir. Vous savez déjà, vous avez votre plan en place pour pouvoir réagir, et vous savez également, plutôt que de paniquer dès que ça va un petit peu baisser, vous avez déjà décrété quelles étaient les limites, et donc vous allez comprendre que oui, alors ça baisse, tout le monde panique, mais pour l'instant c'est un retracement. Et donc j'interprète les choses au fur et à mesure, plutôt que de me lancer dans de la martingale et de la devinette, de dire regardez, 7150 points, c'était le point haut les gars, maintenant c'est le crack. On va y aller direct. Ça marche, le jour où ça marche, il faut simplement se dire que c'était un coup de bol, c'est tout. Okay, donc allez, j'en ai fini avec ça. On attaque au niveau du Nasdaq. Le Nasdaq, même chose, rouleau compresseur, on est en hausse qui devient dorénavant donc exponentielle, on le voit, on a cassé la résistance des 16 400 points, on est en train de continuer de s'ouvrir. Pourquoi? On en avait parlé la semaine dernière. Les retardataires qui étaient Amazon, Apple, et maintenant il y a même Facebook qui s'y met, sont en train de faire leur rattrapage et ont fait leur break haussier également. Et donc en fait, vous voyez les rotations, c'est assez intéressant parce que dans ce bouquet final, dans cette hausse exponentielle qui est en train de se mettre en place, en fait on fait des rotations
à l'intérieur d'un panier de valeurs qui est très étroit. Donc on a à peu près, sur le Nasdaq, on a une dizaine de valeurs qui font le marché, qui sont surpondérées, et en fait le marché fait ses rotations à l'intérieur. Donc c'est ça qui est pour moi le plus important. Mais bon, les petites caps sont pas en reste, hein. Vous êtes aussi, c'est juste qu'il faut accepter un peu plus de volatilité là-dessus. Donc au niveau du Nasdaq, c'est haussier point barre. Là aussi, on va pas se dire autre chose. Mais de la même manière, on sait que ça repose sur une poignée de valeurs, et donc il faut regarder un petit peu ces valeurs-là. Mais tant qu'il y a des flux, tout va, hein. C'est un petit peu ça qui sera le dicton cette semaine. Donc pour moi, je ne serai pas grand-chose de méchant tant qu'on ne passe pas en dessous des 16 400, 16 300 à court terme, hein, parce que avant de retourner ce marché à la baisse, il y aura du boulot. Je veux dire, même si vous avez de la volatilité qui revient, etc., il y aura besoin de construction intermédiaire avant de parler de retournement. Je ne pense pas que ce type de marché-là ne se retourne pas comme des crêpes, hein. Et même là, sur cette vague Covid, etc., j'attends vraiment de voir. On voit que le marché a un petit peu quelques craintes, mais voilà, ça reste quand même mesuré encore à ce stade-là. Voilà un petit peu. Sinon, on continue de parler inflation et compagnie, mais pour moi, quand je regarde l'obligataire à 20 ans US, vous le voyez, je reste tout à fait neutre. Alors on voit, dès qu'on a commencé à parler un petit peu et ressortir les stats inflation, on voit que les taux se sont durcis, mais à nouveau ils se détendent, hein. On est pour moi toujours dans le sweet spot, hein. Je veux dire, tant que vous restez dans cette zone-là, le marché n'a pas de crainte, n'a pas d'incertitude. Si on casse ici par le haut, les taux se détendront, mais ils se détendront pour la mauvaise raison, je pense. Ils se détendront parce qu'on commencera à avoir peur que la croissance s'érode également. Et ça fera moins plaisir au marché. A contrario, on commence à casser ici par le bas, vous le voyez, avec les lignes ici. Ça veut dire que le marché, vraiment, il commence à acter que l'inflation n'est pas transitoire dans le sens encore quelques mois. Il commence vraiment à acter un retournement beaucoup plus durable avec des banques centrales, comme on l'a dit, qui vont garder leur taux bas, même si l'inflation reste forte, avec le prétexte évidemment que c'est transitoire, mais la réalité que c'est ce qui permet aujourd'hui de soutenir l'économie et de tenir également les niveaux d'endettement, sinon les agences de notation auraient déjà tapé du poing sur la table et les dettes se feraient attaquer, et évidemment les gouvernements ne pourraient pas lancer leurs différents programmes qui sont inflationnistes par ailleurs, mais socialement qui permettent un petit peu de niveler la paix sociale, alors qu'on était dans des choses un petit peu plus compliquées à gérer. Bref, c'est de la stratégie, j'essaierai d'en faire une vidéo peut-être plus complète, mais c'est l'idée. Donc pour moi, voilà, c'est toujours très neutre et on reste dans ce sweet spot, hein, au niveau duquel le marché il continue comme en 40 et on n'a pas vraiment de décision claire. Par contre, ça n'empêche pas au niveau de l'or, notamment au niveau de l'or et de l'argent, de jouer cet aspect quand même protection. Donc on voit que on a eu le break au niveau de l'or et qui ne fait pas de consolidation très forte, hein. On voit que la consolidation se fait de manière haute. Donc l'idée évidemment c'est de jouer le break de cette oblique descendante dorénavant et donc de jouer la prolongation. Au niveau de l'argent également, jouer la prolongation. Là aussi, une petite consolidation à plat, mais qui n'est pas très forte. Donc là aussi, pour moi, c'est un signe de force. Donc il y a tellement de liquidité sur le marché qu'on est capable d'être long sur les actions, mais également jouer l'aspect protection. On n'est pas encore dans ce phénomène d'arbitrage où on va devoir vendre quelque chose pour pouvoir acheter autre chose. Non, là, on est capable d'acheter les deux. Donc c'est pour ça qu'on a les deux qui peuvent monter de concert, ce qui peut paraître parfois un petit peu non vaste communicant comme on l'apprend dans les jolis bouquins, mais c'est une question de flux. Au niveau de notre euro-dollar, le dollar, donc on voit, est venu faire son sell-off sur des niveaux de support et de soutien. Il est en train de tenter le rebond technique à ce stade-là. Voilà, moi je pars du principe qu'à court terme, le dollar reste fort, même si là, on voit qu'on a des réactions, donc on trouve une espèce de socle pour le moment. Tant qu'on ne cassera pas à nouveau la zone des 1,16, 1,17, on ne parlera pas de retournement haussier de l'euro et on ne parlera pas de faiblesse du dollar.
Ce qui n'empêche pas que c'est éventuellement toujours le scénario long terme, hein, ce que je vous dis toujours, il faut éviter de se noyer actuellement entre ce qui se passe à court terme et les scénarios de long terme qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire que l'inflation est transitoire et en effet se dire que les niveaux d'inflation redescendront à 2 ou 3% dans l'année à venir, pourquoi pas, mais on peut très bien aussi garder une vue inflationniste durable, long terme, à horizon 5 ans et plus. Hein. Donc il faut bien comprendre qu'à l'intérieur, vous avez les poupées russes et vous pouvez avoir plusieurs cycles. Donc de la même manière qu'on a un dollar qui est fort actuellement depuis plusieurs mois, on est en train d'arriver sur une zone de support, ça n'enlève à rien que ceux qui ont éventuellement un scénario de faiblesse et de baisse du dollar, mais long terme, c'est toujours actif à ce stade-là. C'est juste que c'est pas le bon timing encore clairement. Donc là, on est dans une phase et on le voit, c'est la sortie de cette phase-là qui va nous permettre soit de relancer le scénario faiblesse du dollar horizon 2022 et plus, soit on casse par le bas, on relance la force du dollar jusqu'à arriver à un support oblique il vous faut dézoomer un petit peu en hebdomadaire, voire en mensuel, pour le voir. Mais bien comprendre qu'on est d'un point de vue long terme, on est dans une figure qui a 7 ans d'existence aujourd'hui, et donc on ne va pas en sortir demain. Et donc il faut bien comprendre voilà, que cet aspect timing, donc ça ne sert à rien de regarder une vidéo YouTube et les mecs vous disent tout va s'écrouler, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Vous voyez bien que toute éducation de profil, de timing et d'horizon de placement, parce que pas beaucoup de monde peut tenir des positions aussi longtemps, des positions contraires. Okay, donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que tout vient à temps, à qui c'est attendre, et c'est ça notre job en tant qu'investisseur. C'est pas d'avoir une vision, de la jouer, martel en tête, et puis de balayer du revers de la main tout le reste. C'est de rester objectif et de comprendre qu'à l'intérieur d'une vision long terme, il va falloir gérer toutes les vagues intermédiaires et être dans la capacité justement de s'adapter à toutes ces vagues-là et d'avoir le timing jusqu'à jouer la vision finale. Au niveau du pétrole, puisque je l'ai oublié, on rentre également en conso. Rien de bien majeur hein, sur le pétrole aussi, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de normal, donc on lâche un petit peu du lest, hein. On avait les 79 dollars qui était une zone de support, on lâche un petit peu cette zone. On va revenir éventuellement sur la zone des 75, etc. Il faut laisser faire le marché. Pour l'instant, c'est un retracement hein, par rapport à la hausse que nous avions connue depuis cet été. Et un retracement éventuel qui peut même revenir, vous le voyez, sur cette zone 74-75 dollars. Ça ne changera pas grand-chose à la tendance de fond. C'est juste une consolidation intermédiaire dans une tendance de fond qui demeure haussière. Donc là aussi, il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain au niveau de vos scénarios pétrole éventuellement long terme, etc. C'est un mouvement intermédiaire, il faut voir jusqu'où il nous amène et ensuite comment il construira pour commencer à en extrapoler la saveur. On peut regarder quelques actions rapidement. Vous avez Accel Group qui est en train éventuellement de jouer une tentative de retournement qui pourra nous amener à tester pourquoi pas cette zone des 40 €. L'avantage de ce type de valeur-là, de ce type de configuration-là, c'est que vous avez des repères. En gros, si on lâche et qu'on va sous les 37 €, bon, ben, on remet à plus tard le scénario, on lâche l'affaire et on s'en sort pour pas très cher. Le Covid est donc revenu assez rapidement. Ça faisait quelques temps qu'on voyait, on en avait parlé dans les différentes vidéos, hein, le Covid, le marché s'en foutait un petit peu. Là, on sent que voilà, dès qu'on commence à parler reconfinement, même dans des pays, même si ce n'est pas des pays majeurs, etc. Bref, que là, on a touché à l'Allemagne, l'Allemagne pourrait se poser. Donc ça, on voit que ça touche encore le marché, malgré les vaccinations, les trucs, les machins. Voilà, on voit qu'on n'est pas sorti de l'auberge encore. Donc du coup, pas de surprise, tout ce qui est lié tourisme et compagnie, ça a pris un shoot. Donc pas de surprise sur ADP également, qui reprend un shoot et qui revient chercher sa zone de support. Tiendra pas, ça sera la grosse question pour la semaine prochaine, mais on a bel et bien quand même déjà pas mal dégradé la tendance. Après, vous avez des petites valeurs comme Adux par exemple, mais qui
qui valident hein, des bonnes cassures comme aujourd'hui, des bons breakouts, avec des bons volumes quand même, donc ça peut toujours intéresser certains portefeuilles. Air France, même chose que ADP, hein, je veux dire, on était revenu sur une bonne zone de résistance, mais on n'avait pas attendu aujourd'hui pour dégrader, hein. Ça faisait déjà longtemps qu'on dégradait, et aujourd'hui, on va dire, on s'est permis de fermer le gap, de tenter la mèche ici sur un support oblique. On verra si ça permet de construire une figure, mais bon, c'est encore, vous voyez, une figure avec du zigzag, donc d'un point de vue investisseur, c'est de l'observation. D'une manière générale, je dirais que cette semaine, hein, pour moi, elle finit avec une connotation de dire on se met plus en observation globalement en attendant de voir la suite. Donc on avait parlé déjà ces précédentes semaines, on a vu la cassure de l'oblique sur Amazon avec le pullback et la relance qui nous fait revenir sur les plus hauts. On ne sait pas si on va casser pour aller encore plus haut ou si on va un petit peu reprendre notre souffle. Toujours est-il qu'on le voit. Amazon, c'était une valeur qui avait consolidé depuis une bonne année dorénavant, et donc elle se réveille pile poil. Vous voyez, la rotation s'effectue sur le marché, pile poil au bon moment pour donner un souffle supplémentaire au Nasdaq pendant qu'on fait se reposer les autres, et ainsi de suite en zigzag. Mais tout ça, ça se joue sur une dizaine de valeurs. Quand on connaît... c'est impressionnant. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de valeurs qui valent l'équivalent de quasiment les 300 autres plus grosses entreprises des US, par exemple. 10 versus 300. Donc c'est là où il faut bien comprendre aussi que tant que tout va bien sur les 10, très bien, tout va bien, mais ne nous faisons pas illusionner, parce que le moindre pépin, on est complètement concentré, hein. Il n'y a plus de diversification. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo sur les trackers, etc. Le danger, c'est pas d'avoir des trackers, c'est pas de faire au bout, c'est mal les trackers ou je sais pas quoi. Ce qu'on a essayé de me faire dire, non, c'est de se dire et d'avoir bien conscience que quand on achète des trackers, en règle générale, c'est parce qu'on veut se diversifier et on veut être large pour pas justement faire du stock picking et se planter et dire bah, j'ai pris Amazon, c'est Amazon qui marche pas et c'est Apple qui marche, etc. et me suis planté, etc. Donc je prends un panier de valeurs, comme ça au moins je lisse mon risque. Donc je lisse mes gains également, je lisse potentiellement mon rendement et ma capacité de battre le marché, je le réplique, donc je ne cherche pas à battre le marché, mais mon but aussi c'est du coup de ne pas me prendre une benne à moins 30%. Mais la problématique c'est que maintenant que je suis en train d'acheter ces trackers là qui sont surpondérés, en fait ils sont de moins en moins diversifiés, de plus en plus concentrés, et donc le risque évidemment c'est que si jamais on touche à mes valeurs qui sont les plus concentrées, et ben, je vais me rendre compte que j'étais pas si diversifié que ça, et surtout que la volatilité qu'il y a sur mon tracker, j'étais pas prêt à l'accepter finalement dans mon approche de long terme. Et ça, évidemment, on s'en rend toujours en compte trop tard, hein. Vous croyez quoi? Vous croyez que les mecs qui plombent des fonds de gestion de plusieurs milliards, ils avaient conscience des risques qu'ils avaient pris en amont? Bon, certains d'entre eux, oui, mais ils avaient cherché. Mais la plupart d'entre eux, ils se réveillent de 4 matins, si vous voulez, c'est un engrenage. C'est comme quand vous moyennez une valeur à la baisse et qu'elle continue de chuter, vous continuez à la moyenner à la baisse, etc. C'est-à-dire que la première fois où vous la moyennez, vous pensez que c'est un bon coup, que vous allez pouvoir, c'est un bon prix, vous allez pouvoir vous en sortir. La deuxième fois, vous essayez juste de vous dire, ben, je vais essayer de m'en sortir pas trop mal. La troisième fois, vous moyennez une nouvelle fois en disant, bon là, cette fois-ci, elle a vraiment beaucoup baissé, donc elle va bien remonter et je vais la vendre avec juste 10% de perte et puis je vais bien m'en sortir. Et puis ça continue à baisser. Donc la quatrième, vous rajoutez encore, vous moyennez la baisse à la quatrième fois, etc. et ainsi de suite. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est un petit peu comme la grenouille qui est dans la cocotte minute. Mais vous faites monter, la température monte au fur et à mesure. Donc en fait, vous vous rendez pas compte qu'au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus en risque. Jusqu'au moment final, c'est comme le moment de crack. En règle générale, quand vous avez le moment où le marché il craque, ça ne s'est pas retourné comme une crêpe. Vous avez eu énormément de signaux préalables qui vous indiquaient que le marché dégradait. Et après, vous avez le crack. Le crack, mis à part météorite, Covid et trucs machin, il n'arrive pas du jour au lendemain. Hein, c'est plutôt une dégradation lente, et à un moment donné, paf, on craque. Pourquoi? Parce que c'est la même mentalité. C'est la grenouille qui est dans la cocotte minute, on fait monter en température l'eau, et puis alors les gens, on prend de plus en plus de risques, mais sans s'en rendre réellement compte. Et puis en fait, c'est un beau matin où le risque nous éclate à la gueule. Donc c'est bien, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, qu'il faut comprendre la concentration et un risque oublié, tout simplement. C'était le titre,
C'était comme ça que je voulais le faire dire. Bref, Apple, même chose, oblique baissière dont on avait parlé la semaine dernière, on break, on monte en ligne droite en bas des nouveaux records. Rien de plus à dire, hein, c'est haussier point barre, mais voilà, ça fait partie, comme je vous l'ai dit, des observations qu'il va falloir avoir, parce que limite ces valeurs-là vont devenir des indicateurs techniques pour la suite. Hein. C'est limite, vous regardez ça et ça vous donnera l'indication pour le marché. Hein. ArcelorMittal, on continue d'être à l'intérieur de la figure, pas grand-chose à dire, vous voyez, on commence un petit peu le mode zigzag, alors potentiellement une congestion en forme de biseau, mais en gros, là, maintenant, on n'anticipe plus trop. L'idée, c'est de dire, comme on rentre dans une période un petit peu d'observation, l'idée, c'est de se dire, je veux faire du moindre risque, donc j'attends que ça casse par le haut. Et là, je retente ma position et je rejoue une relance. Atos, c'est une tendance baissière. Là, maintenant, ce qu'on attend éventuellement, c'est de voir où est le support. Alors, il y avait les 38,50 €, éventuellement il y a une oblique qui passe par les 38, alors voilà, mais on joue aux devinettes un petit peu, c'est mieux de laisser faire le marché, que le marché nous valide. Alors après, évidemment, à un moment donné, le marché va rebondir, parce qu'on a quand même bien dégueulé, donc il y aura bien une réaction à un moment donné, au prorata de la baisse également. Il faudra éviter de se jeter tout de suite en se disant, voilà, ça va remonter en flèche, et puis il va y avoir l'OPA le lendemain, etc. Non. Faut faire attention, c'est pas parce qu'en effet vous allez à un moment donné rebondir que ça sera pas plus qu'un simple rebond technique éventuellement. Donc il faut éviter voilà, de jeter tous ces données en une fois sur des valeurs que vous prenez comme ça, peut-être pour le long terme, mais qui sont dans des tendances baissières, dans des tendances non moindre risque, etc. où le mieux qui puisse vous arriver, c'est juste en gros que vous bloquez le capital et que ça zigzague encore pendant plusieurs semaines. Parce que le pire, évidemment, c'est que c'est juste un rebond technique et puis on recasse par le bas et on va chercher plus bas que ce que vous pensez. Donc, on continue là-dessus. L'inverse, c'est BU semi-conducteur. Tendance haussière, on le voit, rouleau compresseur, hein, c'est-à-dire que c'est des valeurs de toute manière qui étaient dans des grosses tendances haussières, donc la moindre correction est vue comme une opportunité et là, vous n'avez plus de vendeurs. Il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de contrepartie vendeuse, donc du coup, là, on y va frénétique. Mais de la même manière que les concentrations, voilà, il faut aussi intégrer que tout le monde a du BE semi-conducteur. Donc le jour où il y a une cagane, il faut être un petit peu plus prudent. Mais là, en l'occurrence, vous avez ce support ici sur les 80 €, on va arrondir. Tant qu'on est au-dessus de ça, on reste positif. Le jour où on réintègre et on recasse par le bas, on redevient un petit peu plus prudent sur une tendance qui commencera à construire là aussi. Au-dessus, on reste positif. Bon duel, c'est toujours la cassure des 23 € dont vous avez besoin. CGG, tendance baissière. Donc quand vous avez une tendance baissière, vous pouvez jouer les rebonds, mais vous devez accepter dans un coin de votre tête que les probabilités sont contre vous. Il y a une moindre probabilité que le marché se transforme d'un coup d'un seul, sans zigzag intermédiaire, en tendance haussière. Et il y a une probabilité importante que votre rebond il tourne court, qu'il casse par le bas et que tout soit à refaire. Et là, en l'occurrence, c'est le cas sur CGG. C'est pas terminé essentiellement, mais à titre personnel, je reste pas en position. Je continue de suivre le dossier parce que je continue de le trouver intéressant, mais le marché m'indique que ce n'est pas le bon moment encore. Donc ce n'est pas maintenant. Donc après, j'attends que le marché se remette dans des bonnes dispositions pour éventuellement reprendre la position. Mais tout en sachant que c'est des titres qui sont dans des tendances baissières. Donc ça, c'est des titres que j'ai dans mon portefeuille. Beaucoup de personnes posent la question. C'est des titres que j'ai dans mon portefeuille qui a vocation dynamique, spéculative. Okay, c'est ça que je vais jouer. C'est pas un titre que je vais mettre en mode bas de laine, ça par exemple. Parce que je sais que ce qui va m'intéresser, c'est de jouer les écarts en attendant d'avoir éventuellement la tendance qui se met réellement en ordre de marche pour du moindre risque. Là, on voit, avant la congestion, il y a encore un petit peu de boulot. Claranova, c'est baissier, je continue de la montrer parce que vous êtes beaucoup à me la demander chaque semaine et que vous la suivez, mais là aussi, c'est baissier de chez baissier. On est en train de revenir sur une zone de soutien, donc là, cette zone des 5 €, 5,10 €, bon, il vaut mieux pas la lâcher parce que sinon, on peut aller rapidement sur les 4,80 €. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'à 5 €, c'est pas cher Claranova, mais 4,80 €, c'est encore moins cher, mais après, on ne sait pas où est le fond. Donc, il vaut mieux attendre, patienter, que le marché nous dise où est son support, mette en place son rebond, et à la limite là, si on veut anticiper, ben on peut, mais au moins on a un repère. C'est-à-dire que le jour où
on recasse les anciens plus bas qui ont lancé le rebond, on sait qu'il faut sortir. Donc ça reste des positions qui peuvent avoir une durée de vie assez courte, mais au moins on connaît notre risque à l'avance, plutôt que d'acheter un point bas sans savoir si c'est réellement le point bas, et c'est là où l'engrenage peut rentrer en ligne de compte. Au niveau des bancaires, on fait de la consolidation également. On voit qu'on est en train de revenir sur les anciennes résistances obliques qui sont devenues support dorénavant, et on fait de la mèche basse dessus, donc on réagit dessus. Mais là aussi, petite consolidation intermédiaire sur les bancaires. On ne remet pas en cause la tendance de fond, mais ça reprend son souffle. Et donc on voit bien que ce n'est pas les bancaires qui supportent le CAC 40. Okay, donc c'est essentiel. EDF, c'est plat. Donc c'est plutôt plat, consolidation à plat. On est en train d'attendre que les moyennes mobiles remontent, etc. Donc je resterai positif encore au-dessus des 12 euros. Engie également, c'est propre. C'est en train de mettre la consolidation, mais bon, c'est Engie quand même. Hein. On a fait 1,5 € en ligne droite. 2 euros même, que dis-je. Donc on a le droit quand même de consolider un petit peu, rien de bien méchant à ce stade pour moi, tant qu'on va tenir voilà, cette zone aux alentours des 12,70 €, on va rester positif et il faudra voir comment la suite va construire. Au niveau des ramés également, c'est plutôt flat. Pour vraiment éventuellement relancer sur les ramés, on voit il faudrait casser cette zone des 72,50 € avec la petite oblique. Eurofin Scientifique, donc on voit, c'était titre qui était venu. La semaine dernière, on avait parlé de la congestion et donc justement de l'attente. On voit qu'on a cassé cette semaine la congestion par le haut, donc on casse l'oblique et on revient sur la zone de résistance horizontale qui joue son rôle de résistance. Donc là, c'est là où, comme la semaine dernière, pour moi, ça ne change rien, on est dans l'observation de la congestion éventuellement qui va se mettre en place. Le jour où on recasse ces 104 par le bas, on repasse en mode construction. Si vous avez... Donc voilà, enfin, c'est ce qu'on observera. Si on arrive à casser par le haut, ça fait partie de ces valeurs qui sont dans des grosses tendances haussières qui arriveront à relancer. Mais là, vraiment, c'est en observation, parce que si on continue à faire des mèches hautes, c'est aussi une indication qu'on commence un petit peu à caler, et après, il faudra voir qu'est-ce qu'on construit dans cette zone-là. Mais ce n'est bien entendu que si on casse par le bas, qu'on commencera à se poser des questions sur ces valeurs à grosse tendance et que ça sera peut-être une indication qu'il faut un petit peu lever la voilure pour la suite. Mais à ce stade-là, évidemment, ce n'est que pure anticipation. Et quand on voit les gérants, etc., c'est le type de valeur que tout le monde a, on a du mal à ce stade-là, sauf grosse mauvaise nouvelle, se dire que ça va déserter, bien entendu. Donc je mettrai le pivot à 104, 105 €. Tant qu'on les tient, on va rester positif et il faudra essayer de valider la sortie par le haut pour la suite. Au niveau de Euronav, ça reste en tendance positive et dans une consolidation intermédiaire. Et pour relancer, il faudra commencer par repasser au-dessus des 8,90 €. Au niveau d'EuropaCorp, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, hein. On voit que ça a lâché, il y a des gros volumes qui ont lâché, on a cassé la dynamique. C'est moche, tout simplement, c'est terminé. On verra peut-être l'année prochaine. Genoway, ça continue de tenir, mais toujours pareil. Alors, il y a des gros volumes qui viennent sous fond de news. Ce qui m'intéresse là, vous voyez, c'est un petit biseau ascendant. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est que ça casse par le haut. Parce que ça pourrait créer le mouvement un petit peu exponentiel qui manque un petit peu à la valeur. GL Events, évidemment, en mode Covid, on se fait un petit peu peur, mais bon, on était quand même arrivé dans une belle zone de prise de profit. Mais on revient là aussi sur des zones de soutien. Vous voyez cette zone des 17,20 €, la zone des 16,80 €, 16,20 €. Alors c'est un titre qui n'est pas super liquide, donc il faut le laisser vivre et bouger. Mais bon, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain encore à ce stade-là, puisqu'on voit que ça reste mesuré. Alors il faut attendre le week-end. Des fois, le week-end, les médias vont parler du Covid, tout le monde va broyer du noir, et peut-être que lundi, on se réveille et on joue à se faire peur. Mais voilà un petit peu pour l'idée. Harmony Gold, sinon, ça consolide également, mais quasiment à plat. Donc ça aussi, pour moi, c'est encore une preuve de force des minières or. C'est-à-dire qu'on a fait de belles poussées, et les consolidations ne sont pas très profondes. Donc ça reste plutôt positif, justement, et je dirais que c'est une bonne diversification dans un portefeuille à ce stade. Hermès, voilà, je veux dire, c'est Hermès. Donc il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien comprendre un petit peu, c'est les mouvements. Et c'est la force des mouvements et le côté exponentiel. Vous vous rendez bien compte que ici, vous avez de la contrepartie. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un mouvement qui est très très fort. Vous faites du x2. Vous faites du x2, mais sur un espace-temps de 1 an. Et vous voyez, vous avez quand même
des mouvements un petit peu, voilà, on monte en mode escalier. Et là, pour moi, là où c'est la vague de bouquet final, et c'est celle dont je me méfie réellement, parce que c'est celle qui amène vraiment la volatilité, faut pas croire au crack d'un coup, etc., encore une fois, mais celle qui amène la volatilité et potentiellement le bout du bout, vous le voyez, en l'espace de un mois, en fait, et ça, vous allez voir ça sur beaucoup de valeurs type rouleau compresseur, type grosse tendance de fond, type j'ai bon business avec de la visibilité, et donc tout le monde est concentré là-dedans. Et bien là, c'est l'effet de fin, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de mecs qui vous disent ça coûte cher, il n'y a plus de vendeurs. Donc du coup, il n'y a plus de vendeurs et il y a une espèce de spirale ascensionnelle exponentielle qui se met en place. Évidemment, les vendeurs à découvert qui se rachètent en sus. Et regardez, les volumes sont astronomiques. Alors là, en plus, on a une news évidemment que Hermès va intégrer l'Eurostock 50. Donc du coup, forcément, vous avez des gestions de portefeuille qui se font et tout ça. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre un petit peu, c'est la différence de vitesse. Okay, c'est ça qui est vraiment important, c'est bien comprendre que quand vous êtes dans ce type de vitesse-là, alors on ne sait pas, évidemment, ça peut continuer de grimper. Il n'y a pas de limite. Éventuellement, 1700, j'en discutais avec quelqu'un sur Twitter, hein, 1700, 1710 euros éventuellement. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est l'accélération qui est en train de s'effectuer là, et donc le côté exponentiel. Donc l'idée de se dire aussi qu'à un moment donné, éventuellement, ça peut faire ça, mais que autant la baisse sera certainement importante quand on regarde le pourcentage, autant il faudra le proratiser et le voir comme un retracement par rapport à là d'où on vient. Et donc il faudra savoir prendre un petit peu de la perspective par rapport à ça. Donc c'est le risque de volatilité. Et le risque de volatilité sur ce type de valeur-là, quand elle pèse énormément dans l'indice, ben c'est que l'indice se fasse impacter par ça. Et donc là aussi, vous avez compris, je ne vais pas refaire le schmilblick. Imerys, pour l'instant, ça fait trop rien. Même chose, hein, on joue pas trop le risque là sur le support éventuel, parce qu'on ne sait pas trop si c'est celui-là que le marché veut privilégier ou s'il voudra jouer éventuellement plutôt un biseau descendant. Donc là, l'idée, c'est qu'on suit, mais c'est plutôt la cassure par le haut qui va nous intéresser. La TECOR, c'est pas très liquide, etc. C'est en mode recovery dans l'idée. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est un débordement de ces 57 centimes d'euros. Au niveau de LVMH, on est en train là aussi de continuer la hausse et de faire des nouveaux plus hauts. On est sur une pente haussière exponentielle, mais moins pentue que Hermès. Mais bon, c'est quand même pas mal pentu. Donc là aussi, pas grand chose à se dire. Le moment où on commence à se dire peut-être petite faiblesse et conso, c'est si on réintègre les anciens plus hauts. Donc on repasse en dessous de ces 710 euros pour arrondir là aussi. Morel et Prom, comme l'ensemble du secteur pétrolier, consolide, se met en conso. Donc là, l'idée, c'est de revenir sur l'ancien sommet, hein, cette zone des 2,30 €. On laisse faire également, on laisse construire. Metabolic Explorer est en train de tenter de sortir par le haut, on le voit, donc ça tente à cette zone-là. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ça. Micropole, on voit qu'on a vendu les résultats. Donc là, on revient sur une zone de support, on verra, alors ça vaut pas grand-chose. On verra si le marché est dans la capacité de pouvoir se relancer. D'un point de vue long terme, on va rester positif tant qu'on tient cette zone des 1,20 €. Sinon, tout sera à refaire. Nacon, ça continue de construire plutôt pas mal, hein, dans une bonne congestion. Donc tant qu'on reste dans cette congestion-là, ça reste plutôt neutre, positif. Ce qui nous intéressera, on le voit, c'est commencer à déborder cette zone des 5,70 € pour essayer d'aller chercher à nouveau ces 6 € qui restent le gros morceau. Nexan, en début de vidéo, je vous avais parlé, même les grosses caps peuvent subir quand même des contre-coups assez forts. Bon, regardez, ça c'était sur les résultats qui ont été achetés, mais toujours est-il, vous étiez à 87 €, vous vous retrouvez à 75, vous perdez quand même 10 €. Voilà, ça fait 12-13%. Alors certes, tout est remonté d'un coup, mais il faut imaginer qu'un jour ou l'autre, ça ne remonte pas. Donc voilà, c'est ça la volatilité qu'il peut y avoir, même sur des grosses caps. Alors Nexan n'est pas si gros que ça, mais quand même. Donc voilà, c'est ça qu'il faut réussir à intégrer. Donc là, sinon, la tendance est haussière. Mais voilà, on commence à arriver sur des niveaux de résistance, à les travailler.
pour l'instant, pas d'hésitation. Le moment où on commence à hésiter, c'est le moment où on repasse en dessous de ce niveau ici, à court terme je parle, hein, au niveau des 85-86 euros. Au niveau de Nokia, Nokia ça reste plutôt propre, ça reste positif, et on voit qu'on est en train de retenter éventuellement un break haussier. Donc à observer, on va rester positif au-dessus des 4,90 €. Novacite, donc effet coronavirus, on en avait parlé la semaine dernière de ce biseau descendant, on l'a cassé par le haut cette semaine. Alors il y a beaucoup de volatilité là-dessus, vous le voyez, hein, et il faut voir. Alors éventuellement la zone des 4 € avec cette zone de gap, qui peut être une zone qui peut être visée si en effet on continue de jouer à se faire peur au niveau du Covid. Sinon, Orange s'était pas mal également sorti de son oblique, est en train d'effectuer ici un retracement dessus. Donc tant qu'on va tenir cette zone, on va rester positif sur le retournement éventuel. Pharmagest, on en avait parlé la semaine dernière, comme quoi moi ça me semblait plutôt faible, donc on a confirmé la faiblesse cette semaine. Donc je resterai plutôt à l'écart. Voilà, on en avait parlé de cet effet bon dossier, etc. Voilà, ce qui est important, au-delà du phénomène bon dossier, c'est la configuration également. Donc pour moi, tant qu'on va rester dorénavant en dessous des 99-100 € pour arrondir, on laisse de côté et on attendra une construction supplémentaire. Plastivaloir également, je ne suis pas super chaud là-dessus, mais ça se regarde puisque, bon, il y a eu les résultats, mais ça a été un petit peu mou. Alors la congestion est toujours active, donc on va dire que tant qu'on reste au-dessus des 5,70 €, on reste ok, on reste positif là-dessus, mais maintenant il va falloir essayer de casser par le haut. Bon, on a vu sur l'automobile, on a quand même pas mal retracé, donc ça reste à voir. Prosus s'est plutôt bien comporté cette semaine, hein, donc on a bien rebondi sur le support, on est allé chercher les résistances, on est en train de reconsolider. Bon, il faudra confirmer, c'est le plus dur, confirmer au-dessus des 80 €, 81 €, ce sera les niveaux à recasser et à garder en support ensuite pour commencer à parler de retournement. Ce n'est pas encore le cas. Quantum, on a eu le rebond également au prorata de la baisse, mais pour l'instant, il n'y a pas de retournement. Alors, on continue à jouer la martingale et le côté. Si, vous inquiétez pas, il y aura un partenariat, on va annoncer un, mais on ne sait pas avec qui, et il faudra voir les montants, bien entendu. Toujours est-il que d'un point de vue purement graphique, ça recommence à devenir intéressant au-dessus des 4,70 € pour moi. Alors à court terme, repasser au-dessus des 4,55 € qui ont joué un rôle de résistance cette semaine, ça serait déjà bien, hein. Mais c'est vraiment repasser au-dessus des 4,70 € pour vraiment acter le retournement. En attendant, on a la congestion qui se met en place, donc tant qu'on garde les 4,20 €, on reste dans cette compression qui peut être intéressante pour jouer le second effet qui se coule. Si vous recassez les 4,20 € par le bas, bon, ben, on est reparti pour un petit peu de yo-yo et de construction. Renault, donc on voit, avait fait une belle poussée, souffle au prorata de sa poussée, quasiment 50% de retracement. Donc voilà, il n'y a pas non plus mort d'homme pour l'instant, donc on continue de rester dans cette construction. Si on repasse sous les 31,50 €, là on commence à faire du mal à la tendance en effet. Au niveau de Sanofi, on continue de buter sur la résistance. Bon, on a toujours cette zone de gap aux alentours des 86 € qui reste support à ce stade-là. Tant que c'est le cas, on reste positif. Au niveau de Sartorius, également, on est en train... Ça ressemble beaucoup à ce que fait Eurofins, sauf que Sartorius, elle, a quand même un petit peu plus eu la capacité de sortir de sa résistance horizontale. Donc là, on redevient positif dorénavant au-dessus des 480 € et on peut éventuellement tenter la relance. Si on repasse en dessous des 480 €, il faudra l'interpréter comme une faiblesse. Faible, solution 30 continue de l'être sous cette zone de gap ici, aux alentours des 7,80 €. Je laisserai de côté à ce stade. Technip Energy également continue de corriger. Donc là, on n'est plus en conso, on est en correction. Et on est en train de revenir, donc on est venu refermer ce gap ici aux alentours des 12,40 € et on est en train de revenir sur cette zone ici globalement, une zone comprise, alors il y en a plusieurs hein, bien entendu, mais je me dis que cette zone des 12,30 €, 12,20 € peut éventuellement faire office de soutien. Il faudra encore le valider bien entendu, et c'est pas parce qu'on fera soutien que ça repartira comme un 40, on n'en sait rien. Ça gesticulera peut-être encore pendant un petit moment, donc il ne sert à rien non plus de se précipiter. Ça peut être une bonne zone de prise de position ou d'accumulation, mais après il y aura encore du boulot, hein. Terra Nexus également, je continue de la montrer parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées dessus, moi le premier, mais graphiquement parlant, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a eu un petit pump cette semaine,
mais on voit enfin, très rapidement, on se fait bouffer. Donc ça, c'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a rien. Donc grosse méfiance, hein, si on commence à lâcher cette zone-là des 6,60 € et des poussières, la zone des 6 € peut être visée. Et après, il faudra, c'est toujours pareil, c'est l'arlésienne du partenariat. Alors, pour que ça dure aussi longtemps, c'est clair et net que Terra Nexus demande beaucoup trop par rapport à ce que les autres pharma veulent mettre sur la table, et on joue la montre dans les négos. La problématique, c'est que pour l'instant, Terra Nexus joue la montre grâce à des OCA. Si on continue à jouer la montre de cette manière-là, il faudra penser, comme Terra Nexus aime bien avoir 18 mois de trésorerie d'avance, il faudra penser que, en gros, si vous n'avez pas le partenariat qui sort, allez, pour être sympa, dans les 6 prochains mois, il va falloir commencer à penser à de nouveaux financements pour Terra Nexus. Au niveau de Total Energy, bon, dans la suite logique du pétrole, on a cassé ce petit support ici. Ça reste des tendances qui sont haussières, hein, donc il faut juste comparer que voilà, on retrace par rapport à la hausse que l'on avait faite. Donc on laisse un petit peu consolider, reprendre son souffle. Au niveau de Unibail, là par contre, on a un petit peu cassé un petit peu la tendance pour moi. Sous cette zone des 68 €, je resterai encore sceptique. Donc je patienterai cette fois-ci en attendant la suite de voir est-ce que le Covid ou pas va vraiment nous impacter cette fois-ci. Et Vallourec, très intéressant, donc les résultats sont vendus, et puis le lendemain, on se réveille. Ça a fait ça sur beaucoup de valeurs, hein. Sur beaucoup de valeurs, résultats vendus un petit peu, en mode, on avait anticipé, alors là, l'anticipation n'était pas très bonne sur Vallourec, mais sur pas mal de valeurs qui étaient en bonne tendance. On avait anticipé en gros, et donc il y avait eu déjà de belles montées, donc ça ne me choque pas qu'on vende les résultats, même s'ils sont bons, parce qu'on acte la nouvelle et donc on prend les profits. Mais par contre, dès le lendemain, pouf, on repasse à l'achat. Donc voilà, sur Vallourec, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, la mèche qu'il y a eu sur les résultats hier, permet en fait de valider ce support oblique, qui est une hypothèse en biseau descendant. Alors, la route est encore longue, mais la séance du jour est quand même très bonne, parce qu'on clôture au plus haut. C'est pas juste, on a fait un bon rebond très fort, mais on a trouvé des vendeurs. Là, tout au long de la séance, on n'a quand même pas trouvé de vendeurs. Donc, je trouve que c'est une séance assez intéressante. Et que donc, du coup, éventuellement hier, c'était une séance un petit peu piégeuse. De toute façon, c'est pas moindre risque encore. Il y a encore beaucoup de boulot, etc. Donc, je veux dire, il y a de quoi voir venir pour voir si réellement c'est un peu plus qu'un simple rebond, et qu'on peut reconstruire un retournement. Un petit peu comme CGG, l'idée voilà, c'est qu'on sort par protection et qu'après on attend à nouveau que le marché puisse nous convaincre. Au niveau de Valneva, ça reste plutôt propre, mais pour pouvoir refaire une poussée, vous voyez, il faudra réussir à dépasser les 22,50 €. Au niveau de Worldline, on continue dans une tendance baissière, mais on se cherche un petit peu. Et aujourd'hui, on est venu tester la moyenne mobile 20, pardon, peut-être un lapsus révélateur, on verra. Et on a buté dessus. Donc vous voyez, on est en train de rentrer dans cette figure qu'on avait mis en hypothèse la semaine dernière, de triangle ascendant et de zigzag. Vous recassez par le bas, on repart pour un tour avec une jambe baissière, mais sinon on continue le zigzag et il faudra réussir à casser par le haut pour essayer de rebondir plus fort. Ce qui veut dire qu'en gros, si vous allez là-dedans, c'est parce que vous acceptez que votre capital va être bloqué pendant un moment. Parce que graphiquement parlant, il faut que le temps que toutes les choses se mettent en place avant d'avoir un vrai signal. Et vous le voyez, ça peut faire le zigzag pendant longtemps. Et XFAB, ou sinon, ça reste plutôt propre, mais là aussi, comme beaucoup de valeurs qui restent certes propres, on commence à faire des mèches hautes, on commence à arriver sur des niveaux de résistance. Il n'y a pas de signaux, on peut lundi à la limite, on peut casser par le haut et continuer en avant. Ce que l'on a, c'est des repères. Et donc là, en gros, moi, je mettrai là sur les 8,90 € le repère. Le jour où vous cassez ça par le bas, on se met en mode observation, en mode veille, et on attend de voir la prochaine construction. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des pouces en l'air si tel est le cas. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, et je vous souhaite un excellent week-end. Salut les graphes.